Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir c'est notre rendez-vous mensuel avec la délégation générale du Québec à Paris. Nous recevons ce soir en direct de Montréal Claudine Dumont pour son roman L'intrusive, sorti en France aux éditions Le Mot et le Reste. Ce soir, pour l'interroger, nous partons à Lille. Nous retrouvons Soisic Courbet de la librairie La Franchie. Bonsoir Claudine. Bonsoir. Bonjour, pardon. Bonjour parce que vous, Bonjour pour moi. et bonsoir Soisic. Bonsoir, oui, ici, nous, c'est la nuit. Et nous avons, comme toujours, deux librairies partenaires. Nous avons la librairie Doucet au Mans, qu'on connaît bien, et la librairie du Québec à Paris pour nous accompagner ce soir. Avant de vous laisser discuter, mesdames, autour de ce merveilleux et fabuleux et intriguant livre, L'Intrusive, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser pendant l'entretien des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser, et je me ferai un plaisir de venir les poser à Claudine en fin de rencontre. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre. Merci. Et c'est donc à nous. Donc, bonsoir, bonjour, Claudine. Je suis ravie de ce moment de discussion que j'attendais avec une grande impatience. Je le dis tout de suite, parce que l'intrusive, comme pour quand même de nombreux et nombreuses libraires ici en France, a été un roman coup de cœur, coup de love, comme j'aime bien dire. C'est ce genre de livre qu'on a envie de transmettre à tout le monde. Avant de rentrer dans les détails et d'aller ausculter Camille, votre héroïne, est-ce que vous pourriez en effet me préciser où vous êtes et quelle heure est-il chez vous? En ce moment, il est 14 heures. Donc, 14 heures en après-midi. Moi, je suis à Laval, qui est une petite île juste à côté de Montréal. Vraiment, vraiment juste à côté. Donc, aujourd'hui, il fait froid, mais il fait beau. D'accord. C'était à peu près le même temps chez nous, même si j'imagine qu'il faisait un petit peu moins froid, mais il faisait très beau à Lille, ce qui peut être assez rare, donc je le signale. Il faisait très beau à Lille. Il est 19 heures et il fait totalement noir. Et donc, en réfléchissant donc, à notre entretien, je me suis dit, c'est marrant parce que vous êtes dans le jour, je suis dans la nuit. Et il y a quelque chose dans votre roman qui est complètement construit comme ça sur un clair-obscur. Le rêve, la réalité, le mélange un petit peu des deux, le présent, les flashbacks. Quand j'ai décidé de lire votre livre, il était tard le soir. Et en fait, j'ai vu la couverture, j'ai vu la 4e de couverture et j'ai eu peur. Je me suis dit, ah mais non, 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 c'est un roman d'horreur, je n'ai pas endormir de la nuit. Donc, je l'ai refermé et je me suis dit, je le garde pour demain. J'ai l'impression que dans les critiques et dans les mots qu'on a pu vous faire, il y a parfois ce genre d'impression-là de roman un peu thriller, quelque chose d'assez oppressant, etc. Est-ce que c'est un genre avec lequel vous avez vraiment flirté ou vous pensez que c'est plutôt l'univers des rêves qui crée peut-être ce malentendu, oui? En fait, moi, on me dit souvent que j'écris des romans d'horreur, alors que pour moi, ce n'est pas ça. Je suis une fan d'horreur, c'est un de mes genres littéraires préférés. Mais pour moi, j'ai essayé d'écrire un roman d'horreur. Avec le deuxième, je n'y suis pas arrivée. Donc, pour moi, ça reste. Je pense que la bonne définition, c'est vraiment. Ça serait des romans de tension psychologique, ce qu'on traduit généralement par des thrillers psychologiques. Donc, pour moi, la difficulté, le questionnement, tout- toute la tension et peut-être des fois le flirt avec l'horreur, c'est toujours dans la psychologie, dans la nature humaine. Donc, est-ce que c'est un thriller psychologique? Il y a un désir d'avancer dans la lecture, fait que peut-être oui, mais c'est quelque chose que je suis à l'aise à dire. Oui, on peut le classer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que lectrice, on est complètement en fait sur l'épaule du personnage principal, donc qui est Camille, notre héroïne, qui directement nous confie, puisque c'est un roman à la première personne, qu'elle ne dort plus, que ça fait des mois qu'elle ne dort plus, 2 mois qu'elle ne dort plus, et qu'elle commence en fait à tomber dans cette folie qui est propre à l'insomnie, ce moment où on est complètement déréglé, où on ne sait plus exactement où on se situe. Et là où, en fait, nous, on l'interprète immédiatement comme une vie de cauchemar. En fait, c'est vraiment ça.
vous allez nous emmener complètement en fait dans le monde de ses rêves et, comme je le disais, dans le monde de ses flashbacks. Donc, ces endroits de narration qui se répercutent comme ça, qui vont de l'un à l'autre, c'est quelque chose que vous aviez prévu dans l'écriture dès le début ou qui est venu dans la construction du personnage de Camille, ou pour vous, c'était obligatoire en fait de faire ces sauts de puce dans des narrations différentes, des époques de sa vie différentes et des endroits de réalité différents? J'avais besoin, c'était déjà planifié les flashbacks parce que pour moi, il fallait comprendre pourquoi est-ce que Camille était où elle en était finalement. Donc, quand je commence l'écriture d'un roman, j'ai toujours une question que je formule pour être sûr de m'enligner parce que je ne m'organise pas beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire des plans à n'en plus finir. J'ai une fin. J'ai 5, 6 peut-être scènes très, très claires dans ma tête que je sais que je dois m'en aller à ces endroits-là. Mais j'ai toujours cette question-là qui doit motiver mon écriture parce que sinon je peux m'égarer vu que je ne suis pas très planifiée, disons. Puis pour Camille, ma question de départ, c'était qu'est-ce qui peut arriver si on fait une erreur d'interprétation sur qui on est quand on est adolescent et qu'on ne revise pas cette interprétation-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on construit notre vie sur une mauvaise impression de qui on est? Et là, je devais expliquer ça. Puis on ne veut pas expliquer quand on écrit, justement, on veut mettre en scène. Donc, j'avais besoin de mettre en scène des moments de son enfance qui allaient expliquer ça. Parce qu'évidemment, pour que ça soit intéressant, il fallait que je pousse l'intensité jusqu'à l'insoutenable et d'une certaine façon justifier son comportement. Et donc, j'avais besoin de ces scènes de retour en arrière-là. J'avais envie de jouer avec les rêves parce que j'ai fait beaucoup d'études en psychanalyse quand j'ai fait mes études en littérature. Ça me passionne. J'aime beaucoup, beaucoup le sujet. Donc, pour moi, c'était un petit peu un coup de chapeau à Freud aussi parce qu'à chaque fois qu'on va tomber dans une scène de rêve, la scène qui précède, il y a un élément déclencheur qui peut être aussi bête que la senteur de ces bulles dans le bain à la vanille qui va créer son souvenir. Donc, je l'ai fait glisser jusqu'à ces souvenirs, ces déclenchements-là, on n'a pas l'impression que les souvenirs viennent à elle, on a plutôt l'impression que les souvenirs arrivent un peu comme un indice de la part de l'auteur, mais ils sont souvent liés avec quelque chose qui s'est passé dans son quotidien, juste un petit déclencheur. Puis évidemment, une fois tout relié ensemble, ça permet de construire une meilleure idée du personnage, de sa personnalité et de où elle a fait cette erreur d'interprétation-là pour se rendre à ma réponse à moi à cette question qui est que si tu ignores qui tu es assez longtemps, ton corps va lâcher. Et Oui, c'est c'est ça. là que commence le récit. C'est exactement ça, puisque ce qu'on est en train de voir sur le début du livre, c'est une personne qui vient de s'écrouler, en fait. Voilà. Et qui va mettre un certain temps à se rendre compte qu'elle a atteint cet endroit-là. Il y a quand même une petite partie de déni assez forte, Oui. de se débattre, en fait, dans sa réalité en disant « mais je peux encore le faire, mais ça ne m'arrêtera pas. Si on me laisse dormir, je vais y arriver. » Et ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'il y a cette réalité avec une langue assez courte, des phrases assez courtes, des choses comme des coups de poing. En fait, à chaque fois, elle est très vive, elle est très dure en fait dans ses paroles. Et les flashbacks ont une ambiance beaucoup plus poudrée, beaucoup plus papier glacé. Et moi, tout de suite, j'ai eu l'impression de rentrer dans une pub des années 50 américaine où on voit ces femmes Moulinex qui préparent la cuisine et on voit la petite fille qui débarque, nanana. Et tout de suite, en fait, il y a eu cette ambiance un petit peu bigou de se dire il y a la dureté de sa vie à 30 ans passés et la prétendue douceur de toute son enfance et du sentiment de sécurité qu'elle pense y retrouver et qu'on découvrira petit à petit qui n'était pas forcément peut-être. Mais cette déconstruction comme ça d'une vie de femme, c'est assez incroyable parce qu'on a rarement, j'ai l'impression, en fait, des personnages féminins aussi amples
chez qui on va vraiment en fait gratter, mais qui, en effet, comment elle est devenue qui elle est là maintenant et pourquoi c'est plus possible. Vous avez parlé de votre rapport à la psychanalyse. Ce qui est assez marrant, si vous me le permettez, c'est qu'au final, Camille, elle finit par rejeter toutes les formes, on va dire professionnelles, toutes les formes officielles de psychanalyse, de psychologie, de médicaments, médecine. Elle considère en fait que rien ne fonctionne. Ah, on s'est coupé. Attendez, ok, je pense que j'ai... Pouvez-vous parler à nouveau? Oui, bien sûr, vous m'entendez? Je pense que c'est juste mes écouteurs qui ont... D'accord. Donc, où est-ce que vous m'avez coupé? Enfin, où est-ce que vous ne m'avez plus entendu par contre? Je vais reprendre la question. D'accord. Alors, ça, c'est un exercice absolument difficile, mais on va y arriver. Donc oui, je faisais le rapport entre les deux ambiances, donc l'écriture... Non, le fait qu'elle rejette, vous étiez rendu au fait qu'elle rejette la psychanalyse, elle rejette oui, toute voilà. forme de... Oui, on en était un peu plus loin. Oui, voilà, c'est ça. Là, Au je vous ai final, perdu là. dans le roman, en fait, très rapidement, on comprend qu'elle rejette toutes les formes plus institutionnelles d'aide qu'on a pu lui apporter. Oui. Et que la solution qu'on va lui proposer n'est pas vraiment très protocolaire. Donc, c'est assez drôle compte tenu, en effet, de votre rapport à la psychanalyse et de vos études et de votre amour de cette filière, on va dire, d'avoir créé un personnage qui va trouver son réconfort ailleurs, ou en tout cas, qui va tenter de trouver son réconfort ailleurs. Ben, en fait, c'est parce que pour moi, ce personnage-là pense qu'elle est un monstre, qu'elle ressent du plaisir en faisant souffrir les gens, alors que finalement, la seule chose qu'elle est, c'est très contrôlante. Sauf que comme elle est aussi très performante, elle est excessivement efficace dans son contrôle. Donc, une des choses que tu dois faire quand tu rentres en psychanalyse, c'est accepter de ne plus prendre le contrôle. Donc, cette forme de, comme si elle était un peu son propre ennemi, la hauteur de ses mécanismes de défense, l'efficacité de sa défense est à la hauteur de sa force. Donc, sa force, on le sent dès le début qu'elle a quelque chose de quand même incroyablement solide. Cette Camille, même si elle tombe en morceaux, même si elle se décompose, qu'il y a quelque chose qui est toujours tenu. Fait que je voulais explorer cette dimension du contrôle qui est particulière chez la femme. Moi, j'ai l'impression qu'on vit ça beaucoup. On s'attend à ce que nous soyons constamment en contrôle de nos émotions, de millions d'aspects de nos vies. Donc, elle ne pouvait pas accepter de céder le contrôle si je voulais que le personnage se tienne. Et c'est pour ça que je la fais passer par un thérapeute plus ou moins légal. Et je n'avais pas envie non plus de moi être obligée de respecter le code de déontologie du psychologue, du psychiatre, du psychanalyste. Je voulais me permettre des scènes qui n'auraient pas pu avoir lieu si ça aurait été un professionnel reconnu. Donc, je devais déconstruire tout de suite en arrivant le fait que ce gars-là, il n'était pas comme les autres. Parce que de toute façon, les autres ne fonctionnaient pas. Oui, c'est ça. Et ce qui est hyper touchant, quand on découvre Gabriel, donc qui est ce fameux thérapeute particulier, singulier, c'est que c'est un personnage bourru, c'est un personnage agressif, qui est en rejet total en fait de l'arrivée de Camille, qui en effet débarque un peu comme un cheveu sur la soupe, mais qui représente bien en fait aussi le schéma complexe qui entoure Camille, puisque pourquoi elle débarque là? Parce que son frère lui a demandé de le faire, en fait. Et qu'on découvre, c'est le deuxième personnage que l'on découvre dans votre récit, c'est Laurent, le frère de Camille, qui est un personnage très doux, très souriant. Enfin, moi, je me le représente vraiment comme une sorte d'entité protégée de tout, en fait, comme si le monde ne l'atteignait pas, sauf la détresse de sa sœur.
Et il est prêt à tout, en fait, pour la sauver de cette détresse-là. Et notamment, en fait, de la mettre entre les mains, en fait, de Gabriel, pardon, qui est son beau-frère. On voit bien, enfin, tous les personnages de votre livre sont reliés d'une manière familiale, que ce soit un peu lointaine ou proche. On a, sauf erreur, pas de personnages complètement étrangers, en fait. C'est ou des liens de sang ou des liens de belle famille. Et cette construction-là de de nous expliquer vraiment la famille de Camille, alors qu'on va découvrir la famille d'avant, enfin le passé familial de Camille dans ses rêves, c'est encore une fois en fait de montrer les différences de réalité entre ce qu'elle vit tout de suite et ce qu'elle a vécu derrière, avec des personnages, si le père fait en commun entre les deux situations. Mais de vous attaquer comme ça au schéma familial autant en profondeur et de finalement mettre la mère au cœur en fait, de toute cette problématique-là, c'était encore une fois quelque chose d'évident pour vous. Vous vouliez vous attaquer au rapport mère-fille, ou il s'avère que c'est Camille qui vous a soufflé à l'oreille ce souci au fur et à mesure. En fait, je pense pas que je m'attaque. En tout cas, c'est peut-être le mot attaquer qui me fait. Pour moi, il n'y a jamais eu aucun doute quand j'ai commencé à écrire le livre que la construction du personnage dans sa sexualité, dans sa féminité, ça passe aussi par la mère. C'est peut-être parce que j'ai été très forte en psychanalyse, mais on ne peut pas enlever la mère de ce rapport-là. Donc, quand j'ai commencé à travailler, je me disais, il faut que je construise une relation entre ces deux femmes-là qui soit crédible quand on se rend compte jusqu'où va Camille dans cette... Je veux dire, c'est une dualité constante pour elle, là, parce qu'elle l'aime, sa mère. Elle l'a aimée. Et sa mère a réellement aimé Camille. Elle voulait en faire une petite fille parfaite. Donc, elle avait d'abord une personnalité avec un désordre mental, puis obsessif-compulsif. Mais après, quand elle tombe malade, cette obsession-là en fait un monstre. Donc, c'est ce que je voulais développer, cette espèce de... C'est un rapport mère-fille, oui, mais c'est un rapport qui montre que on peut tout à fait vivre les deux extrêmes d'un même sentiment. Sa mère, elle est centrale, mais elle est aussi ce qui l'a détruit. Elle est ce qui l'a construit, elle est ce qui l'a détruit. Bon, c'est plus dans cet ordre-là que j'ai exploré cette dimension-là dans le livre. Oui, et d'autant que, en fait, même si on lit une opposition, on lit quelque chose d'assez difficile, il y a sous tout ça, en fait, quand même, l'idée que cette mère, elle n'est pas qui elle est non plus comme ça par hasard. Elle est dans un système, elle est dans un monde qui est le nôtre, puisque votre livre est bien réel. Enfin, en tout cas, moi, je le lis comme vraiment une continuité de notre monde, où qui est en maître? La domination masculine. Les hommes sur les femmes. Voilà. Et ce qui transparaît beaucoup, malgré tout, dans tous les personnages, même chez le frère hyper aimant, même le père hyper absent, c'est qu'il y a quand même la présence des hommes dans la vie de Camille est un peu particulière, voire très problématique, parce qu'on va d'un frère qui, évidemment, il a fait comme il pouvait, mais n'a pas été présent dans l'enfance, un père qui est totalement absent, fuyant dans la réalité, un Gabriel qui d'abord passe par vraiment un rejet assez fort, et d'autres personnages, parce que je ne vais pas raconter toute votre histoire, mais à d'autres personnages qui vont être un peu, enfin, vraiment plus violents aussi avec elle. Comment est-ce qu'on arrive, lorsqu'on veut quand même mettre en avant cette domination masculine, en tout cas l'expliquer, l'exprimer par votre histoire, comment on arrive à faire une place aux hommes sans leur mettre toute la culpabilité en fait, de l'histoire sur les épaules? Vous voyez? Comment on trouve une balance? Est-ce que vous avez tenté
de faire ça, ou est-ce qu'il y a quand même toujours cette idée de dire les hommes sont comme ça et portent cette responsabilité-là? Non, moi, il n'y avait aucune intention de... En fait, pour moi, quand je l'écris dans cette histoire-là, assez étrangement, pour moi, les hommes sont périphériques. Pour moi, l'histoire, c'est Camille. Puis c'est son lien à son frère, c'est son lien à sa nièce et c'est son lien à sa mère. Donc, les autres sont juste un peu autour parce que je m'étais donné comme défi que j'arrêterais d'écrire des romans avec juste 2 personnages dedans, ce que j'ai fait à venir jusqu'à maintenant. Mais ça s'est placé comme ça. Je pense qu'il y a effectivement, on peut le lire de cette façon-là. De toute façon, moi, je considère que j'ai bien réussi mon écriture quand les gens arrivent à différentes interprétations et qu'ils sont capables d'aller chercher dans le roman ce qui répond le plus à ce qu'eux ont compris. Puis ça, c'est correct. J'ai pas tenté de faire un roman qui accusait ou qui faisait porter aux hommes la responsabilité de la difficulté de l'image féminin au féminin. Si ça s'est traduit un peu comme ça, ben, c'est probablement parce qu'il y a aussi de ça. Donc, c'est juste dans l'air du temps, je dirais. Mais non, moi, ce que je voulais, c'était vraiment d'avoir... Je devais montrer que Camille était capable de créer des liens affectifs forts, ce qu'elle a avec son frère, et c'est à ça qui sert son frère. Montrer que dans une même famille, on peut vivre des situations très similaires, être dans frères et sœurs, mais que ça ne donne pas du tout le même parcours, le même type de personnalité. Et j'ai une collègue qui a lu mon roman, puis qu'elle m'a dit, tu vois, au contraire, elle dit, ce qui est bien dans tes romans, c'est que tous tes personnages masculins sont bienveillants. Puis j'ai fait comme, oh, OK. Ben, oui, si on peut voir Laurent comme bienveillant, on peut voir aussi qu'à quelque part, même si Gabriel est sauvage, on pourrait dire, hein, il s'est isolé depuis tellement longtemps qu'on pourrait presque dire qu'il est sauvage, il y a quand même une bienveillance, il développe quand même un intérêt à comprendre qu'est-ce qui se passe avec Camille, à passer par ses rêves pour... Au début, on a plus l'impression que son intérêt est d'ordre de la curiosité intellectuelle et professionnelle, tu sais, où je peux aller jusqu'avec ça. Mais il reste, il y a une certaine bienveillance quand même, parce que ça pourrait aller plus loin. J'aurais pu aller plus loin dans le rapport très agressif entre les deux au début. J'avais besoin de le mettre comme ça parce que Camille était déjà très réfractaire à ce qu'on l'aide, tout simplement. Et son interprétation d'un Gabriel agressif, c'est sa vision à elle. À chaque fois qu'on a ça, on est dans son monde à elle, on n'est pas dans la réalité. Donc, non, je n'ai pas cherché à faire peser ça sur les épaules de mes personnages masculins. Comment je dirais, le fait qu'ils sont en contrôle ou l'impact qu'ils ont sur la vie des femmes, mais je pense que ça s'est placé un petit peu de soi. Mais oui, si on parle... Pardon, non, allez-y. Tantôt, quand tu disais que tu voyais les scènes de retour à l'enfance comme dans les années 50, comme dans les... Moi, il n'y a pas de marqueur temporel très concret dans cette histoire-là. Bon, il y a des ordinateurs, il y a des... mais si on regarde que Camille, elle est peut-être trentaine et qu'on doit reculer de 15-20 ans et que ça se passe aujourd'hui, on n'est pas dans les années 50. On est dans un passé beaucoup plus proche. Et c'est vrai que ça crée cette illusion-là quand on lit les scènes du passé, parce que la mère, elle cherche à créer tout le temps cette perfection d'image-là. Donc, c'est ce que j'essayais de montrer, que ce contrôle-là pour cette femme qui était... Et là, évidemment, il pourrait y avoir une suite pour expliquer le lien de la mère avec la grand-mère. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme-là soit comme elle est? Mais c'était surtout pour créer ça, le contrôle de la mère qui est ce qui a été transmis à Camille.
Oui, tout à fait. Et après, de ce que je viens d'entendre, il y a aussi peut-être tout simplement quelque chose de l'ordre de la liberté des lectrices, en fait, d'interpréter certains détails suivant notre endroit, en fait. Et donc, moi, évidemment, étant une libraire féministe très engagée, moi, tout de suite, en fait, je fais porter le chapeau aux Ben, c'est hommes. parfait. Mais oui, et pourquoi les années 50? Parce que bah, c'est une période d'oppression, etc. Et donc, je me dis, mais c'est là où c'est... je vais vous faire beaucoup de compliments hein, dans notre discussion, mais c'est là où je trouve que votre écriture est hyper brillante. C'est que, en fait, elle nous laisse la place d'exister en tant que lectrice, d'avancer en fait dans l'histoire avec Camille et d'interpréter à notre façon en fait certains endroits. Vous n'allez pas fermer votre récit malgré tout, même si c'est pointu, même si c'est précis, même si on a vraiment des situations très découpées, très... en fait, j'ai eu l'impression, limite, d'être dans un script, tellement vous étiez dans du détail, dans des petites choses, où moi, tout l'imaginaire s'est construit, et où j'ai l'impression de voir sa chambre d'enfant, où j'ai l'impression de voir où elle habite maintenant, et c'est la richesse, en fait, de votre écriture, de nous avoir laissé la place, en fait, d'imprimer notre esprit en fait de tous vos mots et de toute votre histoire. Ce qui me fait rebondir sur les magnifiques paysages que vous nous transmettez, ces moments d'apaisement au coin du feu, dans la forêt. Il y a quelque chose de... Oui, une sorte de célébration en fait du paysage, de la nature, qui arrive quand même assez rapidement dès que en fait elle arrive chez Gabriel, puisqu'il habite en plein milieu de nulle part, comme vous le notiez avec son côté sauvage. Est-ce que le chaos intérieur devait d'une certaine manière être compensé par ces endroits juste pour voilà, prendre une respiration et aussi comprendre qu'elle a une place dans un monde et que ce n'est pas que dans sa tête en fait que tout se passe? Je ne l'ai pas vu comme ça, mais c'est une belle façon de le voir. Merci, je vais y réfléchir. Vous savez, moi, j'ai une autre passion qui est la photographie. Je fais énormément de photos depuis maintenant plus de 30 ans. Et pour moi, la beauté de l'image, je dis toujours que la photographie, c'est mon côté d'écrivaine paresseuse parce que je peux en un clic créer une image magnifique, alors que quand je le travaille avec les mots, c'est beaucoup plus long. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais en même temps, je pense que les deux se nourrissent. Donc, quand je fais des scènes et que j'insiste sur le visuel parce qu'il est important, parce qu'on a besoin de, comme vous l'avez dit, prendre une pause, là, parce que si on est toujours à côté dans le... Je vais vous en sortir une expression québécoise. Quand on est toujours à côté dans le tapis, on n'est plus capable de lire. Comme il faut être capable de prendre un moment de repos. Mais oui, l'idée qu'elle doit sortir de sa tête et prendre place dans le quotidien réaliste, dans autre chose que juste les pensées. Oui, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas vu comme ça, mais tout à fait, oui. Mais c'est qu'il y a, oui, ce côté refuge, en fait, mais qui est nécessaire peut-être tout simplement à nos respirations parce que, enfin voilà, on essaye quand même de ne pas faire de spoilers et de rester sur des thématiques et de ne pas dévoiler toute l'histoire, mais il y a quand même des endroits dans les rapports que Camille on a dit avec sa mère, avec elle-même aussi, il y a des endroits de violence très forts. Et d'ailleurs, je pense qu'il est important d'annoncer certains trigger warnings parce que voilà, c'est des moments de violence psychologique, de l'automutilation, des agressions sexuelles. Enfin, c'est des endroits en fait qui peuvent être délicats pour les lectrices qui, surtout en ce moment en fait où on lit beaucoup de choses, des témoignages, des endroits de parole en fait à l'écrit de ces histoires difficiles, et donc d'avoir à côté ces moments de respiration, comme je disais, c'est aussi se dire ça va aller.
en fait. Ça peut bien aller. Ça existe, mais ça peut bien aller, en fait. Ces endroits de violence, vous les racontez malgré tout avec beaucoup de pudeur. C'est-à-dire en tant que lectrice, je me suis sentie quand même un petit peu protégée par peut-être l'effet du flashback, sans doute. Mais vous nous amenez vers ces sujets-là avec vraiment une précaution, mais qui n'est pas des drapeaux qui sortiraient de partout, etc. Donc, c'est vraiment une douceur que vous apportez en fait à ce récit. C'est quelque chose qui vous importait beaucoup de ne pas être trop frontal non plus sur ces violences-là. Oui, en fait, quand on a fait la correction du manuscrit avec mon éditrice, il y avait quelques scènes où on s'est questionné parce qu'on était justement dans ce tourment médiatique à ce moment-là au Québec où on avait un auteur qui était amené en Cour suprême pour avoir écrit une scène où les gens, le lectorat l'avait accusé d'une promotion de ce qu'il avait écrit. Donc, on en a discuté énormément avec mon éditrice, à savoir, est-ce qu'on censure? Est-ce qu'on reformule? Parce qu'il y avait des scènes qui étaient beaucoup plus dures. Et moi, j'ai choisi d'enlever ce qui était, des fois, j'ai dû me poser la question, est-ce qu'il y a un effet autre que le fait de mettre, comme d'appuyer sur la lame de rasoir qui est Camille. Donc, si c'est juste pour choquer, c'est pas nécessaire à ton histoire. Des fois, c'est le fun en tant que lecteur, hein, quand on est amené à vivre une émotion extrême. Mais là, je me suis dit, ça me tente pas de créer des remous avec ça. Qu'est-ce que je peux modifier pour que la scène ne devienne pas un sujet de controverse, un sujet de... Donc, j'ai réécrit les scènes en choisissant de rester beaucoup plus suggestive et non pas descriptive dans les actes de violence. Donc, c'est un choix. Oui, mais c'est ça. Enfin, d'une certaine manière, en fait, c'est précieux parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux, en fait, dans ces réceptions-là. Et notamment ces scènes de rasoir, etc. Enfin, en tout cas, ces endroits-là d'automutilation, il y a quelque chose qui peut surprendre, en fait, qui peut carrément surprendre, mais qui ne surprend pas à ce moment-là, parce qu'on a été préparé d'une certaine manière, peut-être d'une manière assez inconsciente aussi, dès le début, en fait, à ce qu'il y a un moment de pression comme ça. D'autant qu'en fait, cet endroit qui va vraiment montrer comment Camille est dans une spirale de trauma, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on la découvre, on a toutes les strates en fait, qui s'élèvent grâce aux rêves que l'on va découvrir. Et donc, il y a encore une fois toute cette double parole, en fait, ces narrations qui se chevauchent entre ce qu'elle nous dit dans la réalité, ce qui sont ses pensées, et ce que nous dévoilent ses rêves. Et ce travail en fait, de construction des rêves, je pense qu'en refermant le livre, je me suis dit, mais quel boulot ça a dû être que d'imaginer ces rêves pour qu'ils nous emmènent dans un inconscient. Parce qu'on est, en fait, les rêves en soi, on doit les interpréter. Le lecteur et la lectrice doivent les interpréter pour pouvoir essayer de comprendre. Mais comment être sûr qu'on va bien interpréter ce que vous avez voulu dire? Mais ça, c'est un endroit qui me... Pardon? C'est pas important, la façon que vous l'interprétez en tant que lectrice. C'est justement l'interprétation que vous allez en faire qui va nourrir votre expérience de lecture. Moi, j'ai créé des rêves qui, oui, dans mon interprétation du personnage, dans où je voulais aller, sont conséquents, mais ils sont aussi très, très ouverts. C'est des images de rêves, c'est des rebuts d'images. C'est la façon qu'on peut analyser les rêves
dans le livre sur les règles de Freud, mais c'est aussi un plaisir pour moi de créer des images dans ma tête. Donc, il y a des scènes qui, c'est juste parce que dans ma tête, c'est beau. Si je peux la mettre dans ce cadre-là, l'action reste la même, la signifiance peut être la même, mais c'est donc bien plus fun quand c'est beau et qu'on peut créer une belle photo. Il y a de ça aussi, ces choix-là, des fois, c'est sûr qu'il y a des objets plus signifiants que d'autres, il y a des paysages, mais c'est un petit plaisir. C'est mon plaisir d'auteur à ce moment-là. Mais on le sent bien, hein. Enfin, il y a une telle diversité, une telle profondeur, en fait, dans ces moments de récit, de rêve, qui sont censés en plus être très, très courts. Parce qu'en fait, les rêves sont en effet des moments, enfin, des sortes de joutes comme ça. On ne se rend même pas compte de la fulgurance puisqu'on dort quand on les vit. Mais là, en fait, vous êtes dans ce process de les analyser avec Gabriel. D'ailleurs, est-ce que ce métier existe vraiment? Est-ce qu'il y a sur cette terre quelqu'un qui a le même métier que Gabriel? En tout cas, il n'y a pas la même machine, ça, c'est sûr. C'est sûr. Non, on ne sait jamais que vous sauriez des On choses ne sait que jamais. je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y a une partie du travail d'un psychanalyste. Puis même, il y a beaucoup même dans la psychologie, c'est quand même drôlement inspiré de ce que le rêve peut dire sur la personnalité de la psychanalyse. Oui, je pense qu'il y a des gens qui se servent de certains des outils parce que j'ai clairement pas tout inventé, mais je pense que oui, ça peut donner. Moi, je m'en sers des fois, même quand mon fils me raconte ses rêves, là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec toi à ce niveau-là? Donc, oui, je pense que c'est des outils. C'est pas des outils qui sont efficaces à 100%, mais des fois, ça peut donner des pistes. Mais c'est assez... Enfin, là, je commence à avoir des retours de mes clientes qui ont lu l'intrusive. Et il faudrait que je creuse mes questions un petit peu plus loin pour leur demander comment elles ont lu les rêves, comment pour voir. Parce que j'avoue que pour moi, il s'agissait juste du talent d'écriture, de me dire, vous arrivez à nous emmener à un endroit à la fin du livre grâce à toutes vos narrations, aux flashbacks et aux différents endroits d'écriture. Mais je suis en train de réaliser dans notre discussion que peut-être chaque personne a son interprétation de l'intrusive, en fait, suivant de là où il parle ou elle parle. Mais c'est génial, voilà. C'est incroyable. Il faut absolument que si des personnes ont lu le livre, tout en respectant les spoilers, le non-spoiler, nous disent en fait si ça fait écho, en fait, mes questionnements ou pas. Ça tombe, on a tous et toutes une autre histoire en tête. Ça peut être... Enfin, ça doit être assez enthousiasmant en tant qu'autrice de se rendre compte d'avoir ouvert un univers comme ça, assez large. Moi, avant même d'être auteur, je suis une lectrice compulsive. Je lis énormément, c'est un des grands plaisirs. Et j'ai pas toujours eu les mêmes plaisirs dans la lecture. Quand j'étais plus jeune, il y avait une intention de lecture qui était différente de celle qui est aujourd'hui. Mais j'ai réalisé très tôt, quand j'ai publié mon premier roman, que le compliment que je préférais qu'un lecteur ou qu'une lectrice vienne me faire, me dire, c'est quand je me rendais compte qu'il s'était approprié l'histoire. Que c'était pas mon intention qu'il avait compris, c'était la sienne. Et dans le premier roman que j'ai écrit, Anabiose, j'ai eu une lectrice qui est venue me dire quelque chose que j'ai fait comme wow! Ça faisait même pas partie de mon décor quand j'ai écrit. C'était tellement loin de mon intention parce que c'était elle avait vécu des relations abusives. Donc, elle m'a parlé de comment on pouvait métaphoriquement lire l'histoire d'une femme battue dans mon premier roman. Je suis comme, oh mon Dieu, je ne ferai jamais ça parce que je ne connais pas ça assez pour toucher ce sujet tellement épineux. Mais elle s'était reconnue là-dedans. Elle avait dit, c'est comme ça qu'on sort. Puis là, j'étais comme, oh, wow! OK, go, c'est ça que je veux comme résultat quand j'écris. Ben c'est une très bonne idée. Moi, je vous invite à continuer. Hein, cette idée, comme ça, nous offrir d'aussi beaux romans. Allez, on va se dire tous les ans? On est d'accord? Ou chaque rentrée littéraire? Faudrait que j'arrête d'enseigner pour arriver à écrire un roman par année.
Mais, Je vais contacter votre employeuse ou employeur. Bien sûr. On va y travailler. Merci beaucoup en tout cas pour l'intrusive et pour cette discussion. C'était passionnant. Merci. Mais merci beaucoup, Soazic. Merci Swazik pour ce très beau balayage de ce roman. C'était pas facile de ne pas dévoiler, mais tu l'as très bien fait. Est-ce que Claudine, vous êtes consciente qu'en France, les libraires, il s'est passé quelque chose autour de votre roman? Ils sont tous dithyrambiques, mes confrères et mes consoeurs. Il s'est vraiment passé quelque chose. Est-ce que vous en êtes consciente? Comment vous avez eu ces retours? Je pense que je commence à réaliser, d'abord réaliser aussi la différence de comment fonctionne la littérature en France. C'est très différent de nous, les libraires au Québec, ont très peu voix au chapitre de la publicité ou du commentaire ou quoi que ce soit parce qu'ils font tous partie de chaînes de libraires. Donc, ce n'est pas des librairies indépendantes. Donc, au début, quand on m'envoyait toutes les c'est tel libraire, tel commentaire. J'étais comme, mais c'est bien génial, ça, c'est bien le fun. J'ai l'impression d'être lu par des gens qui s'y connaissent aussi. Hein. Les libraires, c'est leur boulot. Donc ça, c'était super intéressant. Puis après, je voyais les commentaires de lecteurs, lectrices sur Instagram qui vont à ce moment-là taguer mon nom ou taguer la maison d'édition. Puis je pouvais voir. J'ai réalisé un peu plus que, ça circule drôlement mieux qu'au Québec. J'étais comme vraiment, vraiment enchantée, excitée et surprise aussi. Ce qui est extraordinaire, c'est le fait de ce pouvoir qui est inexistant physiquement, mais qui détruit le corps. Et ça, vous l'avez très bien fait. Et est-ce que vous êtes consciente que vous nous avez tous amenés dans un état second? Si j'ai réussi, tant mieux, parce que moi, quand je lis les autres auteurs qui sont efficaces avec moi et qui réussissent comme ça à faire oublier qui je suis le temps d'une lecture, si je réussis à le faire pour les autres, je me dis, I paid it forward. J'ai réussi à leur transmettre. Alors, je vais passer aux questions de nos amis participants. Marion voudrait savoir quel est votre rapport avec le sommeil. Le sommeil. Donc, en fait, il y a deux réponses à ça. C'est que on m'a souvent dit que mes personnages principaux, mes personnages féminins, étaient peu. C'était difficile de développer de l'empathie pour eux. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je trouve quelque chose qui va faire en sorte que le trouble, la déconstruction de mon personnage, il faut qu'elle rejoigne le plus de lecteurs possible. Il faut qu'on puisse avoir un intérêt dans ce qui y arrive. Si elle a une déconstruction du type qui aurait été plus proche de ma réalité, qui est d'avoir toujours des problèmes d'estomac, c'était plate, puis ça n'arrive pas à tout le monde. J'ai choisi l'insomnie, mais moi, j'ai vécu personnellement l'insomnie seulement à une brève période de temps, à la fin de mon adolescence. Aujourd'hui, moi, je regarde mon oreiller puis je tombe endormie. Donc, c'est pas quelque chose que je vis maintenant. Mais c'est quelque chose que je me souviens. Je me souviens qu'est-ce que c'était de vivre ça. Et tellement de gens autour de moi m'en parlent. Le manque de sommeil, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est que pas dormir la nuit? Et de voir où ça peut mener. C'était le rapport par l'information parce que je ne le vis plus aujourd'hui. Mais c'était pour l'intérêt de la chose, pour l'intérêt du rêve et pour essayer de rejoindre les lecteurs aussi qui vivent ça, puisque ça semble si fréquent. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de l'adaptation cinématographique que vous voudriez faire de l'intrusive, mais je vais rebondir sur cette question-là. Est-ce que il y a beaucoup de libraires qui ont comparé votre livre à Inception, le livre. Est-ce qu'on vous en a parlé de ça? Le livre, c'était un livre, ça, avant d'être un film? C'est un film. OK, oui, c'est ça. Donc, avec oui, des il y a ça. Mais voilà, est-ce qu'on vous en a parlé de la comparaison entre l'intrusive et Inception? Oui. Oui, il y a j'ai eu deux, trois commentaires de cet ordre-là. Un qui m'a bien fait rire aussi, qui se disait c'est comme Inception, sauf qu'on comprend. OK, c'est génial ça. Donc oui, je l'ai volé quand même. Inception, c'est un film que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé. L'idée de tomber dans un deuxième niveau de rêve, de descendre ou de basculer pour aller plus loin, plus profondément dans l'inconscient. Je l'ai piqué à, je pense que c'est Nolan qui a fait ce film-là, donc ça vient de là. Ouais, donc, je ne l'ai pas interprété de la même façon, mais je l'ai pris de là et c'est tout à fait correct qu'on me dise hey, ça rappelle un petit peu Inception. Hein? Et alors, est-ce qu'on verra l'intrusive au cinéma ou en série? En fait, en ce moment, moi, je suis en train d'écrire le scénario.
La scénarisation, c'est quelque chose que j'ai étudié aussi quand j'étais à l'université. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et le fait que j'écris déjà en images, je me dis qu'entre la photographie et la littérature, ce qu'il y a entre les deux, c'est le cinéma. Donc, allons-y. Mais j'ai tellement de choses à mon horaire en ce moment parce que j'enseigne à temps plein, parce que je suis en train de faire une deuxième maîtrise, parce que j'ai pas, j'ai juste pas le temps. Donc, mais c'est déjà bien entamé. Je suis à plus que la moitié du scénario décrit, puis après, ben, ça serait de trouver preneur si je fais bien ça. Alors, vous enseignez le français au niveau du... Alors, pour nous, je pense que c'est le lycée, c'est ça, dans le secondaire. Ouais. Comment on enseigne le français au Québec? Avec beaucoup d'acharnement. Vous vous servez des classiques de littérature? Comment ça se passe? En fait, oui, mais pas seulement. Donc, on adapte beaucoup à notre clientèle. Moi, j'enseigne dans un collège privé et c'est juste des filles. C'est une des rares écoles qui reste à Montréal qui est uniquement de filles. Et c'est un collège de confession catholique. Donc, ma haute direction, c'est une communauté de religieuses. Dans l'école, on est juste les enseignants, directrices, on est des laïcs, mais on a quand même cette mission-là, ces valeurs-là qu'on transmet à nos élèves, qui est, moi, j'ai fait plusieurs écoles avant de m'arrêter dans cette école-là. J'aime beaucoup l'école Marie-Clarac pour ces raisons-là. Donc, quand on s'installe pour enseigner le français, on n'est pas une école qui, même si on est privé, on a des tests d'admission qui demandent des élèves plus performants. Donc, on a des élèves en trouble d'apprentissage aussi. Donc, on doit moduler. Moi, j'enseigne, je ne sais pas exactement, vous avez 6 années au lycée? Non, on en a 3. La seconde, la première et la terminale. Et après, on passe le bac. OK. OK, donc nous, le bac, on est rendu à l'université, c'est plus... donc, nous, on a 5 années pour le secondaire. Premier cycle, secondaire 1, 2, deuxième cycle, secondaire 3, 4, 5. Donc, les plus vieilles, moi, j'enseigne au deuxième cycle, secondaire 5. On va travailler les classiques, la littérature québécoise aussi. Hein, nos romans, on travaille avec Kim Thuy, avec Rue, qui est toujours un charme parce que Madame Thuy est toujours très disponible pour venir parler à nos élèves et à chaque fois, c'est un bonheur. On va travailler, par exemple, le classique. On travaille la littérature mondiale parce qu'on est une école du bac à l'international, PEI pour la division québécoise. On travaille les œuvres internationales, on travaille la traduction de Wuthering Heights, au Hurlevent. Fait qu'on essaye, mais évidemment, on a des petites œuvres aussi un peu plus accessibles pour les pratiquer dans secondaire 3, secondaire 4, on y va tranquillement. Donc, c'est une matière qui reste difficile, le français. Là. Entre la littérature et la grammaire et la syntaxe, J'imagine. On travaille fort. Pour ça, je dors bien, moi, le soir. Il n'y a pas de problème. Alors, Elodie, elle a une question sur... alors, je ne sais pas si c'est une passion ou si vous en avez fait vous l'avez aussi pratiqué en professionnel par rapport à la photographie. Elle voudrait savoir quel est le rôle de l'image dans ce que vous écrivez. Vous imaginez les différentes scènes, vous les rêvez ou ça se passe comment? Oui, j'ai fait de la photographie un peu de façon professionnelle, mais jamais, ça n'a jamais été complètement mon revenu. Comme je dis, ça fait très longtemps que j'en fais. Je suis équipée pour faire de la photo professionnelle. Mais pour moi, c'est d'abord un énorme plaisir. Puis si j'ai été versée complètement dans on en fait une vie, ça serait devenu une recherche de revenus qui ne me plaisait pas. Je l'ai gardé comme hobby. Et ça reste que, oui, l'image, la beauté de l'image, l'esthétisme, la composition, la lumière. Hein, en photographie, on travaille avec la lumière. C'est quelque chose qui vient quand j'imagine mes scènes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en enseignant la lecture, c'est que c'est pas tout le monde, quand ils lisent, qui sont capables de voir le film dans leur tête. Moi, le film dans ma tête est tellement clair quand je lis, ce qui fait que je suis une bonne lectrice, que quelquefois, je me demande si je l'ai vu en film ou pas, dans mes souvenirs. C'est comme, je l'ai-tu vu en film ou c'est moi qui l'ai imaginé? Ça? Je vais hésiter. Donc, c'est la même façon quand j'écris. Donc, je le vois dans ma tête aussi clair que si je regarde un film. Et c'est souvent des images qui sont basées sur mon appréciation esthétique en photographie. Donc, ça veut dire que vos personnages, que ce soit Camille, Gabriel ou Laurent, vous les avez tout de suite vus physiquement dans votre tête. Il y a une super belle histoire. Dans l'édition québécoise de l'Intrusive, l'image de Camille qui est sur la couverture,
c'est la fille d'une de mes collègues de travail et c'est moi qui ai fait la photo. Et c'est arrivé, on était en Zoom pendant la pandémie et j'avais ma collègue dont j'avais jamais vu la fille parce qu'elle est une dizaine d'années, donc pas encore au secondaire. Et je la vois venir se coller sur sa mère, comme font tous les enfants pendant le début de la pandémie. Et je fais, parce que je vois mon personnage, je la vois physiquement, puis je suis comme, oh, OK, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Fait que je demande à ma collègue, je dis, est-ce que ça accepterait que je photographie ta fille parce qu'elle est vraiment exactement comme je vois dans ma tête. Donc, c'est arrivé, c'est vraiment arrivé, je l'avais dans ma tête et je l'ai vu dans le réel. C'était une super drôle d'expérience. J'ai fait les photos, on a eu beaucoup de plaisir. Donc, Annabelle est sur la couverture de mon roman québécois. Mais oui, ils sont très clairs dans ma tête. Des fois, c'est basé sur des gens qui sont plus ou moins célèbres, mais il faut que je le vois dans ma tête pour être capable de l'inventer, de le rendre crédible sur papier. Est-ce que vous pourriez nous faire un conseil de lecture, Claudine? Un livre que soit vous avez dans votre panthéon de lecture ou un livre que vous lisez en ce moment? Est-ce que vous pourriez faire ça? Oui, mais moi, je lis en anglais parce que quand je lis en français, je corrige. Soit que je corrige parce que moi, je n'aurais pas fait comme ça, ou soit que je dis, oh mon Dieu, mais c'était. On dirait que je ne suis pas capable de mettre mon cerveau au repos quand je lis en français depuis plusieurs années. Donc, je lis en anglais. Donc, mes suggestions seraient d'ordre de livres en anglais, mais si je recule plus loin et je vais chercher mes coups de cœur en français, je vous dirais, j'ai lu dernièrement pour l'école, je ne connaissais pas, moi, Madame Kim-Thuy, et je l'ai connue quand j'ai commencé à enseigner en secondaire 5, donc son roman Rue, c'est un délice. Oui. On l'a reçue, elle est venue comme vous dans les rencontres, on l'avait reçue dans le cadre de ce partenariat avec la Délégation générale du Québec. Donc d'ailleurs, vous pouvez retrouver la rencontre sur notre chaîne YouTube. Oh, OK. Kim-Thuy. Quelle belle femme. On a fait un balayage de tous ses livres et c'est vrai que c'est quelqu'un de très solaire malgré son passé et tout ce qu'elle a vécu et elle est vraiment extraordinaire. Et je crois qu'elle va être en tournée dans pas longtemps dans le sud de la France. Donc pour nos amis qui sont vers Bordeaux, je crois que Kim-Thuy sera très bientôt dans la région. Je vais quand même remontrer la couverture de votre livre. Alors je ne sais pas si on la voit bien. Elle est assez floue, elle est assez intrigante. Vous ne pouvez pas la rater sur les tables de librairie parce que l'intrusive est encore sur toutes les tables de librairie. J'imagine qu'elle est encore à la librairie La Franchie à Lille chez Soisic. Donc allez-y et n'hésitez pas à aller voir Soisic pour voir comment vous avez interprété les rêves ou si vous voulez écrire sous la vidéo sur notre page Facebook, ça peut être aussi intéressant. Claudine, aujourd'hui en France, la littérature était à l'honneur. Le prix Goncourt a été décerné. D'ailleurs, on est très heureuse dans l'équipe d'un endroit où aller puisque c'est Mohamed M. Bougarsar qui a obtenu le prix Goncourt pour La plus secrète mémoire des hommes qui est sorti aux éditions Philippe Ray et surtout le prix Renaudot à Émilie Nothomb que nous avons reçu il n'y a pas longtemps pour une rencontre exclusive et croisée avec Stéphanie Hochet qui est aussi disponible dans nos rencontres. Donc c'est Premier Sang où elle explique plein de choses à propos de ce roman et c'est aux éditions Albin Michel. En tout cas, moi je voulais vraiment vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était passionnant de vous avoir. C'est un livre phénomène en France, on peut le dire. Tous les libraires s'en sont emparés. Donc voilà. On remercie aussi Mireille Lacroix qui nous fait toujours des super suggestions d'auteurs. On est ravis de travailler avec elle et avec la Délégation générale du Québec. On remercie aussi nos 2 librairies partenaires, la librairie Doucet au Mans et la librairie du Québec à Paris et surtout Soisic Courbet de la librairie La Franchie à Lille. Mesdames, je vous souhaite alors à Claudine une bonne journée puisque à Montréal il doit être 14h, quelque chose comme ça. C'est ça? Un peu plus, 15h, voilà. Soisic, une bonne soirée et à tous nos amis qui nous regardaient, une bonne soirée. Et puis on vous dit à très vite la semaine prochaine. Bonsoir mesdames.